l'étude des dinosaures peut se résumer en une alternance de découvertes et d'aberrations. Pour chaque progrès dans le domaine de la connaissance, on trouve aussi une erreur colossale. Une tête qui était en réalité une queue, une griffe prise pour une corne, un crâne de carnivore sur le corps d'un végétarien. Les scientifiques d'aujourd'hui ressemblent à de patients détectives. Ils tiennent compte du plus léger indice. Ils essayent de faire parler le plus petit fragment d'os. Ils avancent de nouvelles théories, puis reviennent sur leurs pas pour corriger d'anciennes méprises. Le parc de Crystal Palace s'est ouvert à Londres en 1854. C'était un peu le Jurassic Park de l'ère victorienne. C'est là que pour la première fois on a traduit en modèle grandeur nature les idées que les scientifiques se faisaient des dinosaures. Les pensionnaires du parc étaient en fonte ou en ciment. Ce projet audacieux avait été mis au point par Sir Richard Owen. Les sculptures donnaient l'illusion qu'Owen et ses contemporains en savaient beaucoup sur les dinosaures, ce qui n'était pas le cas. Mais l'important, c'est qu'ils en savaient plus que les visiteurs, et le parc connut un succès éclatant. C'est là qu'est né un amour éternel entre les dinosaures et la plupart des humains. Plus près de nous, Hollywood a beaucoup exploité une vision fantaisiste des dinosaures, faisant de leur chasseur un aventurier courageux. Mais la même image a été volontairement cultivée par le légendaire Roy Chapman Andrews, qui cherchait des fossiles pour le Musée américain d'histoire naturelle. D'une impatience notoire, ce qu'il confessait volontiers lui-même, Andrews détériorait souvent des fossiles précieux dans la hâte apportée à les déterrer. Au musée américain, on ne disait plus détruire un spécimen, mais RCA un spécimen, d'après les initiales de son nom. Andrews allait être à la base d'un cas classique de fausse identité qui ne serait pas dénoncé pendant 70 ans. En avril 1922, il prit la tête d'une expédition qui s'enfonça dans le désert de Gobi en Asie centrale. Il emmenait avec lui 125 chameaux, 2 camions, 3 véhicules Dodge au ressort renforcé, des domestiques, du linge de table, un Colt à crosse de nacre et un caméraman de Hollywood pour faire connaître ses exploits. Ayant survécu aux tempêtes de sable et aux bandits, Andrews trébucha sur quelque chose de sensationnel. Des œufs de dinosaures dans des nids peu profonds creusés dans le sol. Quel dinosaure avait bien pu pondre ici? On trouvait partout des os de Protocératops végétariens, cousins sans cornes des Tricératops. Andrews en conclut qu'ils étaient les heureux parents. Pendant les 70 années suivantes, des illustrations propagèrent l'image de parents protocératops dévoués en train de garder leur nid. Les membres de l'expédition avaient aussi trouvé le fossile d'un étrange prédateur sur l'un des nids. On aurait dit une autruche sans ailes. Andrews en déduisit un peu rapidement qu'il était mort en mangeant les œufs. Et en conclusion, il baptisait l'animal Oviraptor, ou le voleur d'œufs. Puis, en 1993, une autre équipe du Musée américain d'histoire naturelle reprit le chemin du désert de Gobi. Ils y trouvèrent d'autres nids pleins d'œufs. Leur découverte la plus surprenante fut celle d'un embryon encore attaché à un fragment de coquille. Roy Chapman Andrews s'était trompé. Les Protocératops n'avaient pas déposé leurs œufs dans ces nids. Ils appartenaient à Oviraptor. Ce n'était pas une voleuse d'œufs, mais une mère qui était morte en protégeant son nid. L'exubérant Andrews se laissait facilement aller à des prises de position qui reposaient sur bien peu de choses. Mais tous les scientifiques sont confrontés à ce genre de problème, si l'on en croit le paléontologue Robert Baker.
Ma mère, qui est artiste, se moque parfois de moi en disant « Oh, vous les scientifiques, vous fabriquez des histoires, vous trouvez un os et vous en faites un squelette. Seulement, vous n'y mettez pas la bonne tête ou c'est la queue qui est à la place de la tête. » C'est vrai que ça arrive de temps en temps, mais il y a presque toujours un autre anatomiste qui s'aperçoit de la faute et la corrige. La paléontologie a beaucoup fait pour redresser les erreurs. Beaucoup de ces mépris sont nés de fausses croyances érigées en dogmes et de découvertes incomplètes. Écoutons Stephen Gould, biologiste de l'université de Harvard. La paléontologie est un domaine complexe. La plupart des fossiles sont hétéroclites et incomplets. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'ils représentent des animaux qui ont disparu il y a des millions d'années. On trouve des coquillages ou des morceaux d'os qui appartenaient à des créatures dont il n'existe plus aucun exemplaire sur toute la surface de la Terre. Alors imaginez la difficulté. Il se glisse inévitablement beaucoup d'erreurs dans les conclusions. Il n'y a pas de honte à ça. L'un des premiers à se passionner pour la chasse aux fossiles fut le président américain Thomas Jefferson. Il demanda à Lewis et Clark d'explorer le territoire de la Louisiane et d'étudier tous les animaux rares qu'il pourrait y rencontrer. Une autre fois, on envoya à Jefferson le fossile d'un animal qu'il ne sut pas identifier. Mais cela ne l'empêcha pas de dire qu'il s'agissait de la griffe d'un lion géant, ce qui était complètement faux. Quand il n'était pas le président des États-Unis, occupé à acheter la Louisiane à Bonaparte, Jefferson s'intéressait à la paléontologie. Il avait même écrit 2 articles techniques sur le sujet et fait une importante erreur dans l'un d'eux, mais tout à fait compréhensible. Il était en possession d'une grande griffe et pensait qu'elle appartenait à un lion. Il s'avéra que c'était faux. C'était la griffe d'un paresseux géant. Et il ne pouvait pas le savoir. Les paresseux sont aujourd'hui de petits animaux qui se pendent aux arbres, la tête en bas, en Amérique du Sud. Quand Jefferson a écrit son article au XVIIIe siècle, on ignorait que des paresseux hauts de 7 mètres avaient jadis existé en Amérique du Nord et qu'ils possédaient de grandes griffes pour pouvoir creuser. De plus grosses méprises allaient avoir lieu. On commençait à découvrir des fossiles de dinosaures. Au début du XIXe siècle, la théorie de l'extinction des espèces et l'âge de la Terre étaient inconnus. Jusque-là, les savants avaient tendance à accepter le récit biblique de la création. Quand ils avaient besoin d'un renseignement, ils tournaient les pages de l'Ancien Testament. En 1650, l'archevêque irlandais James Ussher se pencha sur la liste des prophètes, des prêtres et des rois contenus dans sa Bible et en déduisit que le déluge auquel survécut Noé avait eu lieu en 2349 avant Jésus-Christ, Dieu ayant créé la terre en 4004. L'idée d'un monde très ancien peuplé de créatures disparues était inimaginable. Quand on découvrait des fossiles bizarres, on les attribuait à des animaux exotiques qui vivraient encore quelque part sur la planète. On croyait que des crânes d'éléphants comportant un grand trou au milieu pour la trompe étaient ceux de cyclopes géants à l'œil unique. Quand on trouva des défenses de mammouths dans une carrière en Allemagne, on fut vite persuadé qu'il s'agissait de la corne des licornes de la fable. On dit même que c'est le crâne d'un protocératops qui aurait donné naissance à la légende du griffon. C'est alors qu'à Paris, en 1795, un brillant naturaliste âgé de 26 ans, Georges Cuvier, commença à parler du phénomène de l'extinction des espèces. Ses méthodes de recherche sont toujours celles des paléontologues d'aujourd'hui. Cuvier étudiait alors d'énormes os mis à jour durant la rénovation de Paris. À première vue, ils ressemblaient à des os d'éléphants. Les Parisiens aimaient beaucoup l'idée qu'à une époque, des éléphants se promenaient dans Paris. Mais Cuvier allait les surprendre bien davantage. En comparant ces os étonnants à ceux des éléphants, il conclut qu'ils appartenaient à des mammouths, une espèce disparue. Sa technique d'anatomie comparée et cette notion d'extinction des espèces qu'il introduisait ont révolutionné la manière de penser des savants et des anatomistes de l'époque. La réputation de Cuvier grandit encore quand il rectifia une autre erreur importante. On avait mis à jour d'étranges os dans le lit d'un lac allemand asséché.
Il se trouvait près de fossiles de poissons plus facilement identifiables. Beaucoup pensèrent alors qu'il s'agissait d'un animal marin inconnu, mais Cuvier jeta une lumière nouvelle sur cette découverte. Il déclara que ces os étaient ceux d'un reptile terrestre volant qu'il baptisa ptérodactyle, ou l'aile d'oie. Cependant, même Cuvier avait parfois le droit de se tromper. En 1795, un général français avait ramené un trophée de guerre à Paris. Il s'agissait d'une mâchoire énorme découverte dans une carrière hollandaise. Elle mesurait environ 1 mètre. Après l'avoir examinée, Cuvier conclut qu'elle appartenait à un lézard géant se nourrissant de poissons. Il l'appela mosasaure. L'identification était exacte, mais les conclusions qu'il en tira allaient conduire à plus de 150 ans de méprise. Il décida que l'animal était un cousin éloigné d'une famille de lézards tropicaux dont le dragon de Komodo faisait partie. Cela influença les savants de son temps. Comme il ne ressemblait à aucun animal moderne, on présuma qu'il était très ancien. Alors, ancien et reptilien devinrent rapidement synonymes. C'était sans doute la plus grave confusion de toute l'histoire de la paléontologie. En 1822, la femme d'un jeune médecin anglais, Gideon Mantell, trouva quelques grandes dents fossiles et des vertèbres près de leur maison du Sussex. La forme des dents convainquit Mantell qu'elles appartenaient à un reptile végétarien géant différent de tout ce qu'il connaissait. Il finit par trouver un indice un jour qu'il visitait le London Museum. On lui montra les dents d'un reptile d'Amérique centrale, l'iguane, et il nomma sa créature iguanodon, c'est-à-dire dents d'iguane. Mais Bob Baker souligne qu'assez tôt des critiques s'élevèrent qui contestaient que les dinosaures étaient des lézards géants. La première personne à étudier sérieusement les dinosaures fut Hermann von Meyer, qui faisait sans doute partie de ma famille. C'était un banquier allemand qui utilisa toute sa fortune pour fonder le premier magazine scientifique sur les fossiles. Il est encore publié aujourd'hui sous le nom de Paleontographica. Il a examiné les dinosaures tels qu'on les connaissait en 1834 et il a déclaré que ce n'étaient pas des reptiles. Il trouvait qu'ils avaient beaucoup de traits de caractère des mammifères à sang chaud. Voilà comment il les décrivait. Il les avait surnommés Peckypoda, ce qui signifie pieds puissants. Il les imaginait comme d'énormes versions mésozoïques du rhinocéros et de l'éléphant. Il a en quelque sorte fait la première synthèse en 1834 et il avait raison. Mais l'idée du lézard avait fait son chemin. Dans le parc de Crystal Palace, ouvert en 1854, on exposait des répliques de l'iguanodon et de nombreux autres animaux. Les sculptures piquaient la curiosité du public qui accourait nombreux. C'était le Jurassic Park de l'époque. Le dîner inaugural fut grandiose. Il se tenait dans le ventre d'un iguanodon à demi terminé. Sir Richard Owen présidait la cérémonie. C'était lui, l'inventeur du terme dinosaure, qui signifie terrible lézard. Peter Doyle s'est penché sur les théories d'Owen. Vers 1850, les dinosaures représentaient un nouveau concept. On les avait découverts dans les années 1820, mais on les assimilait aux reptiles. C'est Sir Richard Owen qui a inventé le terme dinosauria en 1841. Owen reconnaissait que ces dinosauria étaient radicalement différents des lézards modernes. Leurs pattes plus robustes suggéraient qu'ils se déplaçaient plus rapidement. Mais le sculpteur de Crystal Palace, Benjamin Hawkins, avait puisé son inspiration chez des animaux encore vivants. En fait, il avait peuplé le parc de versions géantes de lézards. Ce qu'on peut voir ici, ce sont des reproductions gigantesques d'iguanes et d'autres reptiles. Et c'est en partie cette reconstitution qui a fait naître l'idée qu'ils étaient lents et pâteaux. Ces sculptures accumulent beaucoup d'erreurs que la paléontologie moderne a corrigées. Megalosaurus, représenté comme un lézard courteau à 4 pattes, était en réalité un prédateur bipède très agile, comme le Tyrannosaurus rex. L'iguanodon est encore plus bizarre. Hawkins lui a ajouté une corne sur le museau, comme un iguane moderne. Grâce à des découvertes ultérieures, la corne a été replacée au bon endroit, comme un épieu défensif sur la patte de l'animal.
Les reconstitutions récentes nous montrent un iguanodon bien différent, débarrassé de son caractère reptilien. C'est un bipède horizontal qui tient sa queue au-dessus du sol. Il a l'air beaucoup plus agile et on peut même penser qu'il avait le sang chaud. Vers 1920, le grand peintre américain Charles Knight commençait sa longue carrière. Ses peintures eurent la même influence au XXe siècle que les sculptures de Crystal Palace au XIXe. Comme ses contemporains, il se les représentait comme de lents reptiles à sang froid, et les erreurs picturales de Knight furent mises en mouvement en 1925 dans un film Le Monde perdu. Hollywood accumula aussi d'autres erreurs, des sauropodes végétariens dévastant une ville et dévorant les habitants. Les hommes des cavernes et les dinosaures vivant côte à côte, alors que 64 millions d'années les séparent. Les méprises de Hollywood sont légendaires, mais il faut bien avouer que les paléontologues n'étaient pas les derniers à en commettre. Vers 1870, quand les musées américains de l'Ouest commencèrent à exposer des fossiles, ce fut la course à l'Est pour en acquérir. Tout d'un coup, les dinosaures devenaient autre chose qu'une curiosité. C'était aussi une bonne affaire. Et le plus demandé était l'énorme Brontosaurus. Le Brontosaurus appartient à la famille des dinosaures géants connus sous le nom de sauropodes. Certains pesaient 20 tonnes et mesuraient 6 mètres à l'épaule. La chasse aux brontosaures allait conduire à un autre cas banal de fausse identité. En 1877, Othniel Charles Marsh, professeur de paléontologie à l'université de Yale, d'un abord difficile, reçut 10 boîtes pleines d'eau de la part d'un professeur du Colorado qui était aussi chasseur de fossiles. Ce professeur avait effectué le même envoi à l'adresse d'Edward Drinker Cope, savant autodidacte, brillant, exalté et disposant de moyens d'existence personnels. Il vivait à Philadelphie. Cope et Marsh envoyèrent tous les deux une équipe dans le Wyoming pour y chercher des fossiles rares. Quelquefois, les rivaux creusaient si près les uns des autres qu'ils s'espionnaient. Quand ils avaient mis à jour de beaux spécimens, ils réduisaient en miettes les fossiles qui restaient pour être certains que leurs concurrents ne les auraient pas. Edwin Colbert a commencé sa carrière de paléontologue au musée d'histoire naturelle il y a plus de 60 ans, c'est-à-dire peu de temps après la guerre des eaux entre Marsh et Cope. Cope et Marsh étaient des pionniers de la paléontologie en Amérique du Nord. Marsh était à l'université de Yale et Cope à Philadelphie. Chacun se prenait très au sérieux et il n'y avait pas assez de place en Amérique du Nord pour tous les deux. Dans le grand hall de l'Académie des sciences naturelles de Philadelphie, où Cope a effectué la plus grande partie de son travail, on trouve le fossile d'un animal primitif au long cou, Elasmosaure. Il est à l'origine d'une des plus célèbres méprises de toute l'histoire de la paléontologie américaine. Cope était en train de reconstituer un plésiosaure, l'un des grands reptiles aquatiques de l'ère mésozoïque. Et il a posé le crâne du mauvais côté. Il l'a fixé au bout de la queue. Marsh s'en est aperçu et l'a dit haut et fort. Tous les deux voulaient aller trop vite. Ils assemblaient et décrivaient un maximum de fossiles sans toujours prendre les précautions nécessaires. Humilié, Cope refusa tout d'abord de reconnaître sa faute. Finalement, au milieu de la nuit, quand personne n'était là pour le voir, il se glissa dans le grand hall et remit la tête au bon endroit. Mais son rival se trompait aussi. Vers la fin des années 1870, Marsh mit à jour 2 magnifiques squelettes de brontosaures, les premiers jamais trouvés. Il n'y avait qu'un problème, les 2 spécimens remarquablement bien conservés n'avaient pas de tête. Il fallait donc que Marsh essaye de deviner à quoi elles ressemblaient. Et Bob Baker nous explique comment le grand dinosaure retrouva son énorme tête. Voilà une très belle tête, c'est celle d'un brontosaure. C'est le professeur Marsh qui a trouvé le premier squelette d'un brontosaure. Brontosaurus lui-même, c'était un animal énorme et puissant. Mais il lui manquait la tête, alors Marsh en chercha une. À quoi pouvait-elle bien ressembler? Aucun doute, c'était une grosse tête robuste.
Et il a choisi celle-ci. Elle est superbe. Voilà les oreilles, les yeux et les narines. C'est donc la tête que Marsh a adaptée à Brontosaurus à Yale. Ensuite, le New York Museum l'a imité. Et après New York, Pittsburgh. Quand on a tourné le film King Kong, le Brontosaurus qui dévorait le marin avait ce type de tête, effrayante avec de grandes dents, une tête merveilleuse. Une tête qui lui allait bien, mais ce n'était pas du tout la sienne. Marsh n'avait pas réalisé qu'il y avait deux sortes de brontosaures. Camarasaurus, aux épaules puissantes avec une queue courte et une grosse tête, et Diplodocus, dont le cou et la queue étaient longs et minces et qui avait une petite tête. Dans son ignorance, il avait monté le crâne massif de l'un sur le squelette élancé de l'autre. Et le pire, c'est qu'on avait trouvé la bonne tête il y a 80 ans. Au début du siècle, une équipe de Carnegie Museum a mis à jour un superbe brontosaurus dans une carrière. Ils ont d'abord extrait la cage thoracique, puis la base du cou, et enfin le haut du cou. Un peu plus loin, il y avait une tête. Alors le carrier a dit « Superbe, on a trouvé la tête de Brontosaurus ». Et le représentant du musée a dit exactement la même chose. Mais le paléontologue du gouvernement a affirmé que ce n'était pas la bonne tête, que tout le monde savait que Brontosaurus avait une tête énorme et que cette tête élégante et triangulaire ressemblait à celle d'un diplodocus. Alors la tête en question a été reléguée sur une étagère du musée de Pittsburgh jusqu'au milieu des années 70. C'est-à-dire jusqu'à ce que le professeur McIntyre déclare que c'était bien la tête de Brontosaurus et que si elle ressemblait à celle d'un diplodocus, c'est parce qu'ils étaient cousins. Leurs squelettes se ressemblent de la tête à la queue. Alors il semble évident que leur crâne va se ressembler aussi. Après 1970, l'image qu'on se faisait des brontosaures a changé. On les avait longtemps imaginés comme des habitants plutôt lourdeaux des marécages. Les nouvelles découvertes indiquaient qu'ils vivaient au contraire dans des plaines herbeuses et sèches. Baker compare leurs pattes puissantes à celles des éléphants et des rhinocéros qui se déplacent rapidement. Comme l'éléphant d'Afrique aujourd'hui, le brontosaure parcourait probablement des centaines de kilomètres à la recherche de nourriture. Il n'avait rien d'un reptile léthargique. A-t-on fait d'autres erreurs sur les dinosaures qui ne seraient pas encore corrigées? Il n'y a jamais eu autant de chasseurs de fossiles. Peu d'entre eux ont une formation de paléontologue. Quelques-uns sont simplement fascinés par l'idée de découvrir les os d'un animal mort il y a 65 millions d'années. Robert Baker trouve que l'augmentation du nombre des paléontologues amateurs est une bonne chose. Et il a une théorie pour les empêcher de commettre des erreurs en ayant une vision trop étroite. Quand on creuse à la recherche de dinosaures, ce qu'il y a de plus important, c'est ce qui se trouve à la périphérie de votre vision. On souhaite sans doute découvrir un mégalosaure carnivore géant, mais peut-être que quelque chose de plus important se trouve plus loin dans le champ de vision. Donc, quand on veut mettre à jour des dinosaures, il faut avoir une vision écologique à 360 degrés, regarder partout et noter les détails. Sans aucun doute, les paléontologues de demain se moqueront aussi de nous. On continuera à commettre des erreurs dans la chasse aux dinosaures, mais elles sont inévitables, dans un domaine où il demeure tellement d'inconnus.
Ayant survécu aux tempêtes de sable et aux bandits, Andrews trébucha sur quelque chose de sensationnel. Des œufs de dinosaures dans des nids peu profonds creusés dans le sol. Quel dinosaure avait bien pu pondre ici? On trouvait partout des os de protocératops végétariens, cousins sans cornes des tricératops. Andrews en conclut qu'ils étaient les heureux parents. Pendant les 70 années suivantes, des illustrations propagèrent l'image de parents protocératops dévoués en train de garder leur nid. Les membres de l'expédition avaient aussi trouvé le fossile d'un étrange prédateur sur l'un des nids. On aurait dit une autruche sans ailes. Andrews en déduisit un peu rapidement qu'il était mort en mangeant les œufs. Et en conclusion, il baptisa l'animal Oviraptor, ou le voleur d'œufs. Puis, en 1993, une autre équipe du Musée américain d'histoire naturelle reprit le chemin du désert de Gobi. Ils y trouvèrent d'autres nids pleins d'œufs. Leur découverte la plus surprenante fut celle d'un embryon encore attaché à un fragment de coquille. Roy Chapman Andrews s'était trompé. Les protocératops n'avaient pas déposé leurs œufs dans ces nids. Ils appartenaient à Oviraptor. Ce n'était pas une voleuse d'œufs, mais une mère qui était morte en protégeant son nid. L'exubérant Andrews se laissait facilement aller à des prises de position qui reposaient sur bien peu de choses. Mais tous les scientifiques sont confrontés à ce genre de problème, si l'on en croit le paléontologue Robert Baker. Ma mère, qui est artiste, se moque parfois de moi en disant « Oh, vous les scientifiques, vous fabriquez des histoires, vous trouvez un os et vous en faites un squelette. Seulement, vous n'y mettez pas la bonne tête ou c'est la queue qui est à la place de la tête. » C'est vrai que ça arrive de temps en temps, mais il y a presque toujours un autre anatomiste qui s'aperçoit de la faute et la corrige. La paléontologie a beaucoup fait pour redresser les erreurs. Beaucoup de ces mépris sont nés de fausses croyances érigées en dogmes et de découvertes incomplètes. Écoutons Stephen Gould, biologiste de l'université de Harvard. La paléontologie est un domaine complexe. La plupart des fossiles sont hétéroclites et incomplets. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'ils représentent des animaux qui ont disparu il y a des millions d'années. On trouve des coquillages ou des morceaux d'os qui appartenaient à des créatures dont il n'existe plus aucun exemplaire sur toute la surface de la Terre. Alors imaginez la difficulté. Il se glisse inévitablement beaucoup d'erreurs dans les... Dans le grand hall de l'Académie des sciences naturelles de Philadelphie, où Cope a effectué la plus grande partie de son travail, on trouve le fossile d'un animal primitif au long cou, Elasmosaure. Il est à l'origine d'une des plus célèbres méprises de toute l'histoire de la paléontologie américaine. Cope était en train de reconstituer un plésiosaure, l'un des grands reptiles aquatiques de l'ère mésozoïque. Et il a posé le crâne du mauvais côté. Il l'a fixé au bout de la queue. Marsh s'en est aperçu et l'a dit haut et fort. Tous les deux voulaient aller trop vite. Ils assemblaient et décrivaient un maximum de fossiles sans toujours prendre les précautions nécessaires. Humilié, Cope refusa tout d'abord de reconnaître sa faute. Finalement, au milieu de la nuit, quand personne n'était là pour le voir, il se glissa dans le grand hall et remit la tête au bon endroit. Mais son rival se trompait aussi. Vers la fin des années 1870, Marsh mit à jour deux magnifiques squelettes de brontosaures, les premiers jamais trouvés. Il n'y avait qu'un problème, les deux spécimens remarquablement bien conservés n'avaient pas de tête. Il fallait donc que Marsh essaye de deviner à quoi elles ressemblaient. Et Bob Baker nous explique comment le grand dinosaure retrouva son énorme tête. Voilà une très belle tête, c'est celle d'un brontosaure. C'est le professeur Marsh qui a trouvé le premier squelette d'un brontosaure. Brontosaurus lui-même. C'était un animal énorme et puissant. Mais il lui manquait la tête, alors Marsh en chercha une. À quoi pouvait-elle bien ressembler? Aucun doute, c'était une grosse tête robuste. Et il a choisi celle-ci. Elle est superbe. Voilà les oreilles, les yeux et les narines.
C'est donc la tête que Marsh a adaptée à Brontosaurus à Yale. Ensuite, le New York Museum l'a imité. Et après New York, Pittsburgh. Quand on a tourné le film King Kong, le Brontosaurus qui dévorait le marin avait ce type de tête, effrayante avec de grandes dents, une tête merveilleuse. Une tête qui lui allait bien, mais ce n'était pas du tout la sienne. Marsh n'avait pas réalisé qu'il y avait deux sortes de brontosaures. Camarasaurus, aux épaules puissantes avec une queue courte et une grosse tête, et Diplodocus, dont le cou et la queue étaient longs et minces et qui avait une petite tête. Dans son ignorance, il avait monté le crâne massif de l'un sur le squelette élancé de l'autre. Et le pire, c'est qu'on avait trouvé la bonne tête il y a 80 ans. Au début du siècle, une équipe de Carnegie ma famille. C'était un banquier allemand qui utilisa toute sa fortune pour fonder le premier magazine scientifique sur les fossiles. Il est encore publié aujourd'hui sous le nom de Paleontographica. Il a examiné les dinosaures tels qu'on les connaissait en 1834 et il a déclaré que ce n'étaient pas des reptiles. Il trouvait qu'ils avaient beaucoup de traits de caractère des mammifères à sang chaud. Voilà comment il les décrivait. Il les avait surnommés Peckypoda, ce qui signifie pieds puissants. Il les imaginait comme d'énormes versions mésozoïques du rhinocéros et de l'éléphant. Il a en quelque sorte fait la première synthèse en 1834 et il avait raison. Mais l'idée du lézard avait fait son chemin. Dans le parc de Crystal Palace, ouvert en 1854, on exposait des répliques de l'iguanodon et de nombreux autres animaux. Les sculptures piquaient la curiosité du public qui accourait nombreux. C'était le Jurassic Park de l'époque. Le dîner inaugural fut grandiose. Il se tenait dans le ventre d'un iguanodon à demi terminé. Sir Richard Owen présidait la cérémonie. C'était lui, l'inventeur du terme dinosaure, qui signifie terrible lézard. Peter Doyle s'est penché sur les théories d'Owen. Vers 1850, les dinosaures représentaient un nouveau concept. On les avait découverts dans les années 1820, mais on les assimilait aux reptiles. C'est Sir Richard Owen qui a inventé le terme dinosauria en 1841. Owen reconnaissait que ces dinosauria étaient radicalement différents des lézards modernes. Leurs pattes plus robustes suggéraient qu'ils se déplaçaient plus rapidement. Mais le sculpteur de Crystal Palace, Benjamin Hawkins, avait puisé son inspiration chez des animaux encore vivants. En fait, il avait peuplé le parc de versions géantes de lézards. Ce qu'on peut voir ici, ce sont des reproductions gigantesques d'iguanes et d'autres reptiles. Et c'est en partie cette reconstitution qui a fait naître l'idée qu'ils étaient lents et pâteaux. Ces sculptures accumulent beaucoup d'erreurs que la paléontologie moderne a corrigées. Megalosaurus, représenté comme un lézard courteau à quatre pattes, était en réalité un prédateur bipède très agile, comme le Tyrannosaurus rex. L'iguanodon est encore plus bizarre. Hawkins lui a ajouté une corne sur le museau, comme un iguane moderne. Grâce à des découvertes ultérieures, la corne a été replacée au bon endroit, comme un épieu défensif sur la patte de l'animal. Les reconstitutions récentes nous montrent un iguanodon bien différent, débarrassé de son caractère reptilien. C'est un bipède horizontal qui tient sa queue au-dessus du sol. Il a l'air beaucoup plus agile et on peut même penser qu'il avait le sang chaud. À la base d'un cas classique de fausse identité qui ne serait pas dénoncé pendant 70 ans. En avril 1922, il prit la tête d'une expédition qui s'enfonça dans le désert de Gobi en Asie centrale. Il emmenait avec lui 125 chameaux, 2 camions, 3 véhicules Dodge au ressort renforcé, des domestiques, du linge de table, un Colt à crosse de nacre et un caméraman de Hollywood pour faire connaître ses exploits. Ayant survécu aux tempêtes de sable et aux bandits, Andrews trébucha sur quelque chose de sensationnel. Des œufs de dinosaures dans des nids peu profonds creusés dans le sol. Quel dinosaure avait bien pu pondre ici? On trouvait partout des os de Protocératops végétariens, cousins sans cornes des Tricératops. Andrews en conclut qu'ils étaient les heureux parents.
Pendant les 70 années suivantes, des illustrations propagèrent l'image de parents protocératops dévoués en train de garder leur nid. Les membres de l'expédition avaient aussi trouvé le fossile d'un étrange prédateur sur l'un des nids. On aurait dit une autruche sans ailes. Andrews en déduisit un peu rapidement qu'il était mort en mangeant les œufs. Et en conclusion, il baptisait l'animal Oviraptor, ou le voleur d'œufs. Puis, en 1993, une autre équipe du Musée américain d'histoire naturelle reprit le chemin du désert de Gobi. Ils y trouvèrent d'autres nids pleins d'œufs. Leur découverte la plus surprenante fut celle d'un embryon encore attaché à un fragment de coquille. Roy Chapman Andrews s'était trompé. Les protocératops n'avaient pas déposé leurs œufs dans ces nids. Ils appartenaient à Oviraptor. Ce n'était pas une voleuse d'œufs, mais une mère qui était morte en protégeant son nid. L'exubérant Andrews se laissait facilement aller à des prises de position qui reposaient sur bien peu de choses. Mais tous les scientifiques sont confrontés à ce genre de problème, si l'on en croit le paléontologue Robert Baker. Ma mère, qui est artiste, se moque parfois de moi en disant « Oh, vous les scientifiques, vous fabriquez des histoires, vous trouvez un os et vous en faites un squelette. Seulement, vous n'y mettez pas la bonne tête ou c'est la queue qui est à la place de la tête. » C'est vrai que ça arrive de temps en temps, mais il y a presque toujours un autre anatomiste qui s'aperçoit de la faute et la corrige. La paléontologie a beaucoup fait pour redresser les erreurs. Beaucoup de ces mépris sont nés de fausses croyances érigées en dogmes et de découvertes incomplètes. Écoutons Stephen Gould, biologiste de l'université de Harvard. Ils sont hétéroclites et incomplets. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'ils représentent des animaux qui ont disparu il y a des millions d'années. On trouve des coquillages ou des morceaux d'os qui appartenaient à des créatures dont il n'existe plus aucun exemplaire sur toute la surface de la Terre. Alors imaginez la difficulté. Il se glisse inévitablement beaucoup d'erreurs dans les conclusions. Il n'y a pas de honte à ça. L'un des premiers à se passionner pour la chasse aux fossiles fut le président américain Thomas Jefferson. Il demanda à Lewis et Clark d'explorer le territoire de la Louisiane et d'étudier tous les animaux rares qu'ils pourraient y rencontrer. Une autre fois, on envoya à Jefferson le fossile d'un animal qu'il ne sut pas identifier. Mais cela ne l'empêcha pas de dire qu'il s'agissait de la griffe d'un lion géant, ce qui était complètement faux. Quand il n'était pas le président des États-Unis, occupé à acheter la Louisiane à Bonaparte, Jefferson s'intéressait à la paléontologie. Il avait même écrit 2 articles techniques sur le sujet et fait une importante erreur dans l'un d'eux, mais tout à fait compréhensible. Il était en possession d'une grande griffe et pensait qu'elle appartenait à un lion. Il s'avéra que c'était faux. C'était la griffe d'un paresseux géant. Et il ne pouvait pas le savoir. Les paresseux sont aujourd'hui de petits animaux qui se pendent aux arbres, la tête en bas, en Amérique du Sud. Quand Jefferson a écrit son article au XVIIIe siècle, on ignorait que des paresseux hauts de 7 mètres avaient jadis existé en Amérique du Nord et qu'ils possédaient de grandes griffes pour pouvoir creuser. De plus grosses méprises allaient avoir lieu. On commençait à découvrir des fossiles de dinosaures. Au début du XIXe siècle, la théorie de l'extinction des espèces et l'âge de la Terre étaient inconnus. Jusque-là, les savants avaient tendance à accepter le récit biblique de la création. Quand ils avaient besoin d'un renseignement, ils tournaient les pages de l'Ancien Testament. En 1650, l'archevêque irlandais James Ussher se pencha sur la liste des prophètes, des prêtres et des rois contenus dans sa Bible et en déduisit que le déluge auquel survécut Noé avait eu lieu en 2349 avant Jésus-Christ, Dieu ayant créé la terre en 4004. L'idée d'un monde très ancien peuplé de créatures disparues était inimaginable. Quand on découvrait des fossiles bizarres, on les attribuait à des animaux exotiques qui vivraient encore quelque part sur la planète. On croyait que des crânes d'éléphants comportant un grand trou au milieu pour la trompe
étaient ceux de cyclopes géants à l'œil. Elles ressemblaient à celles d'un diplodocus, c'est parce qu'ils étaient cousins. Leurs squelettes se ressemblent de la tête à la queue. Alors il semble évident que leur crâne va se ressembler aussi. Après 1970, l'image qu'on se faisait des brontosaures a changé. On les avait longtemps imaginés comme des habitants plutôt lourdeaux des marécages. Les nouvelles découvertes indiquaient qu'ils vivaient au contraire dans des plaines herbeuses et sèches. Bakker compare leurs pattes puissantes à celles des éléphants et des rhinocéros qui se déplacent rapidement. Comme l'éléphant d'Afrique aujourd'hui, le brontosaure parcourait probablement des centaines de kilomètres à la recherche de nourriture. Il n'avait rien d'un reptile léthargique. A-t-on fait d'autres erreurs sur les dinosaures qui ne seraient pas encore corrigées? Il n'y a jamais eu autant de chasseurs de fossiles. Peu d'entre eux ont une formation de paléontologue. Quelques-uns sont simplement fascinés par l'idée de découvrir les os d'un animal mort il y a 65 millions d'années. Robert Bakker trouve que l'augmentation du nombre des paléontologues amateurs est une bonne chose. Et il a une théorie pour les empêcher de commettre des erreurs en ayant une vision trop étroite. Quand on creuse à la recherche de dinosaures, ce qu'il y a de plus important, c'est ce qui se trouve à la périphérie de votre vision. On souhaite sans doute découvrir un mégalosaure carnivore géant, mais peut-être que quelque chose de plus important se trouve plus loin dans le champ de vision. Donc, quand on veut mettre à jour des dinosaures, il faut avoir une vision écologique à 360 degrés, regarder partout et noter les détails. Sans aucun doute, les paléontologues de demain se moqueront aussi de nous. On continuera à commettre des erreurs dans la chasse aux dinosaures, mais elles sont inévitables, dans un domaine où il demeure tellement d'inconnus.